7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Après l'attentat du Crocus City Hall à Moscou, le spectre du terrorisme a une nouvelle fois brutalement ressurgi en France. 48 heures après la tuerie dont le bilan provisoire s'élève à 137 morts, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé rehausser le plan Vigipirate au niveau le plus haut, compte tenu de la revendication de l'attentat par l'État islamique et des menaces qui pèsent sur notre pays, je le citais. Il s'est d'ailleurs rendu hier après-midi à la gare Saint-Lazare à Paris pour illustrer le relèvement du plan Vigipirate en urgence attentat et saluer l'engagement des forces de sécurité et des militaires de l'opération Sentinelle. Depuis janvier 2015, 24 attaques terroristes ont été perpétrées sur le sol français, dont 10 uniquement depuis 2020. Dans le même temps, d'après le ministère de l'Intérieur, 74 attentats ont pu être déjoués, dont 14 depuis 2020, soit un attentat islamique déjoué tous les mois et demi. Enfin, depuis 5 ans, 1500 personnes ayant un lien direct avec le terrorisme ont été interpellées. Alors, face à tous ces chiffres révélateurs d'une menace manifeste, nous allons nous interroger ce matin sur les stratégies et les moyens employés par la France et les grandes puissances pour lutter contre la menace terroriste prégnante depuis des années. Avec nous pour en parler, Pierre-Marie Giraud, journaliste et auteur de Le GIGN par ceux qui l'ont commandé, et Jean-Luc Riva, auteur de Se préparer au pire, qui a participé à la création et au développement de l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques et qui est depuis 1997 directeur d'un établissement public administratif dans l'Ouest parisien. Bonjour à tous les deux. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends parfaitement. Merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le niveau urgence attentat du plan Vigipirate ? Oui, c'est bon, on vous entend, Pierre-Marie Giraud et Jean-Luc Riva. On vous entend tous les deux, normalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est donc ce nouveau niveau urgence attentat du plan Vigipirate ? Qu'est-ce qu'il implique ? Combien de temps dure-t-il ? On vous donne la parole, Jean-Luc Riva. C'est le plus haut niveau d'alerte qui existe dans le pays. Urgence attentat, il y a le mot urgence et un peu en parallèle l'état d'urgence. C'est un état qui implique un renforcement des effectifs, en particulier dans l'opération Sentinelle, un état de vigilance maximum pour toutes les forces de police et de gendarmerie. Et puis, c'est aussi un état que l'on ne peut pas maintenir ad vitam aeternam. Donc là, on est au niveau le plus élevé de l'alerte attentat. Alors, est-ce que, justement, il est vraiment efficace pour lutter contre la menace terroriste, Pierre-Marie Giraud ? Pierre-Marie Giraud, est-ce que vous m'entendez ? La régie, je n'ai pratiquement pas de retour de son. Alors écoutez, on va essayer de régler ça en attendant. Je vois la journaliste et M. Riva à l'antenne. Là, on vous entend bien, nous. Sur l'écran, mais je n'ai pas de retour de son. Alors, on va repasser à Jean-Luc Riva en attendant. Du coup, donc, est-ce que ce plan Vigipirate est vraiment efficace pour lutter contre la menace terroriste, Jean-Luc Riva ? C'est difficile à dire en termes d'efficacité. La lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de toute la nation. Donc, il faut à la fois du renseignement, il faut une politique migratoire solide, une justice solide, une politique étrangère également solide, et l'alerte après. Une alerte, vous savez, c'est en général fait pour intervenir en réaction. Donc, c'est toute la nation qui doit se tenir éveillée. Alors, vous parlez de réaction. Finalement, on agit toujours dans le second temps. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'agir de façon proactive et de saisir le problème avant qu'il ait lieu ? Alors, ça, c'est l'affaire du renseignement. Pendant très longtemps, on a été en réaction parce qu'on a monté des forces d'intervention dans l'Europe, dans le monde entier. Ces forces d'intervention, elles interviennent, c'est-à-dire qu'elles interviennent en réaction. Et on n'a pas simultanément monté en puissance ce qui permettait l'anticipation, c'est-à-dire le renseignement. On y est maintenant, aujourd'hui, de plus en plus. Et là, on a maintenant des fortes capacités d'anticipation. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur nous annonce régulièrement, il a dit, je pense hier, une fois tous les 2 mois, on arrête des terroristes. Ça, c'est de l'anticipation.
Et alors justement, on parle du Premier ministre qui essaye d'être la figure de proue de cette lutte antiterroriste. Est-ce que vous pensez que c'est réellement le cas ou est-ce que ceux qui mènent cette lutte, il faut plutôt les chercher dans les rangs, notamment du GIGN? Vous savez, la lutte contre le terrorisme, c'est l'affaire de tous. On oublie souvent que les primo-intervenants, c'est le citoyen lui-même. Et souvent, à côté du citoyen, il y a le policier lambda. Donc, les hommes du GIGN interviennent dans les situations extrêmes, mais quand ils interviennent, en général, la tuerie a commencé. Souvent, ils interviennent, c'est pour compter les morts. Donc, si à côté de ça, on ne donne pas au GIGN les moyens, le renseignement, les moyens d'anticipation qui permet d'arrêter les terroristes avant qu'ils passent à l'acte, à ce moment-là, effectivement, on aura gagné. Alors, on me dit en régie qu'on a Pierre-Marie Giraud par téléphone. Pierre-Marie Giraud, est-ce que vous nous entendez ? Oui, bonjour. Ah, bonjour, on est ravis de vous entendre. Alors, la question que je posais à Jean-Luc Rivas, c'est finalement qui mène la lutte antiterroriste en France ? On a le Premier ministre qui essaye de s'afficher comme le chef de cette lutte. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou est-ce qu'il faut plutôt aller chercher dans les rangs des militaires de nos forces armées ? Oui, absolument. Cette déclaration de monsieur du Premier ministre prouve une fois de plus que Daesh est toujours vivant et que, notamment par sa branche au Khorasan, qui a revendiqué les attentats de Moscou, il est extrêmement actif. Alors, hop. On a perdu Pierre-Marie Giraud. C'était Ok, très bien. Donc, alors Daesh est toujours très très actif. Aujourd'hui, qui pour faire face donc à cette menace de Daesh en France ? Il faut d'abord du renseignement. D'abord du renseignement, ensuite du renseignement et ensuite du renseignement. Et ensuite, quand le renseignement est assez précis, pouvoir faire intervenir en prévention les unités spécialisées comme le RAID ou le GIGN. Bon, alors ça rejoint ce que nous expliquait Jean-Luc Rivas. Il y a effectivement 2 temps d'intervention, la prévention et puis ensuite la lutte active lorsque l'attentat malheureusement a lieu. On va revenir à ça dans un instant. Il est presque 8h et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Erika Gauthier. Ligne droite. Chevalier de la table ronde. Oui, non. La table ronde. Alors Jean-Luc Rivas et Pierre-Marie Giraud, nous étions quittés en parlant de tous ces attentats qui avaient aussi été déjoués. Et effectivement, en France et en Europe, ces dernières années, ils ont été nombreux. Peut-on espérer qu'avec l'expérience et les nouveaux moyens qui leur sont alloués, les services de renseignement arriveront à court terme à déjouer la totalité des attentats ? Jean-Luc Rivas. Écoutez, moi, ça me semble difficile. Regardez un État comme la Russie, qui est un État hyper sécuritaire. Vous avez une pléthore de forces d'intervention, de services de renseignement qui, c'est vrai, sont un peu axés en ce moment vers l'Ukraine. Ils sont pas arrivés à déjouer une tuerie de masse. Et le moment où entre les forces d'intervention arrivent, c'est trop tard. Ils sont partis, ils ont fui. S'ils avaient été un peu plus futés sur la clandestinité, ils seraient jamais partis à 4 dans une voiture. Ils seraient peut-être même restés dans Moscou en attendant que ça se calme un peu, et on les aurait jamais retrouvés. Donc faut pas être prétentieux, faut rester modeste. Dire qu'on est à l'abri des attentats, non, à mon avis, non. Mais je le rappelle, c'est aussi l'affaire de tous, c'est aussi à tout le monde, à chaque citoyen, d'être vigilant. Pierre-Marie Giraud, vous rejoignez les propos de Jean-Luc Rivas. Ça va être compliqué malgré l'expérience et puis les nombreux moyens, y compris technologiques, qu'on commence à avoir à notre disposition de déjouer tous les attentats ? Oui, tout à fait. Il y a forcément des trous dans la raquette, même infimes, mais qui permettent à des groupes terroristes de commettre des attentats. On l'a vu pour le Bataclan, par exemple, ou pour Charlie Hebdo, même si les services de renseignement français sont parmi les plus performants du monde. Donc, l'efficacité d'un service de renseignement ne fait pas qu'il y aura forcément plus du tout d'attentats dans tel ou tel pays.
Alors Jean-Luc Riva le répète, la lutte contre le terrorisme, c'est aussi l'affaire de tous. En l'occurrence, parlons de l'attentat de Moscou. Les États-Unis avaient prévenu le gouvernement russe d'une possible attaque terroriste sur leur sol et ils avaient par ailleurs enjoint leurs ressortissants à éviter les grands rassemblements. Les services secrets russes sont réputés être parmi les meilleurs du monde. Alors comment expliquer, malgré cette collaboration qui aurait pu avoir lieu, qu'un attentat d'une telle ampleur ait pu se dérouler au cœur de Moscou ? Pierre-Marie Giraud. Probablement parce que les services de renseignement soviétiques et l'État russe n'ont pas voulu prendre en compte, pour des raisons politiques, l'avertissement des États-Unis. Vous savez, les grands services de renseignement passent leur temps à échanger des informations et à s'alerter mutuellement, même si les relations sont plus difficiles actuellement depuis l'invasion de l'Ukraine, sont plus difficiles actuellement entre l'État russe et les démocraties occidentales. Jean-Luc Riva, justement, on pourrait penser que la lutte contre le terrorisme, c'est un sujet qui dépasse les clivages politiques, puisque ce sont des vies humaines qui sont en jeu, ce sont des drames qui pourraient se produire. Aujourd'hui, vous pensez que ce manquement est dû, malheureusement, au poids de la politique sur la lutte antiterroriste ? Ce qu'il avait dit est très juste. C'est pour des raisons politiques, mais c'est pour des raisons de politique extérieure. C'est-à-dire que Poutine est focalisé sur l'Ukraine et il ne fallait surtout pas qu'une puissance occidentale puisse venir donner des conseils et prévenir d'une attaque qui ne viendrait pas des Ukrainiens. Donc, et également, ce qui est vrai également, c'est que les services de renseignement, ce sont les derniers à se parler, même lorsqu'il y a la guerre. Donc, il y a toujours des canaux qui existent entre les différentes puissances, même si elles sont en conflit. Voilà, les Américains ont prévenu, c'est en fait les écoutes de la NSA qui, depuis un moment, alertent sur les risques d'attentats aussi bien en Russie qu'en Europe. Vous parlez de cet intérêt que Poutine avait d'éviter de considérer un risque d'attaque qui ne viendrait pas des Ukrainiens. Pourtant, suite à cet attentat, on a eu beaucoup de suppositions sur l'implication ou non des Ukrainiens dans cet attentat. Et Poutine n'a lui-même pas écarté cette possibilité. Est-ce que vous pensez que, alors que la politique a pesé dans un premier temps sur toute cette affaire, aujourd'hui, Poutine est déterminé à en faire un outil ? Non, mais complètement, tout ce qui va dans le sens d'une guerre absolue contre l'Ukraine est bon à prendre. Donc, en plus, ils sont pas une manipulation près, hein, les Russes. Hein. Poutine lui-même, il y avait des attentats dans les années 2000 à Ryazan qui ont été montés par les troupes du FSB sous l'autorité de Poutine. Donc, il y a, vous savez, l'état de droit là-bas, ça n'existe pas. Hein. Donc la justice a fait ce qu'on lui dit de faire. Donc non, tout ce qui va dans le sens d'une guerre de désigner les Ukrainiens comme des coupables va dans le bon sens pour Poutine. Pierre-Marie Giraud, vous pensez justement qu'au-delà de la lutte antiterroriste et des informations vérifiées et pertinentes, les dirigeants ont intérêt à travestir même parfois les informations qu'ils ont dans des intérêts politiques ? C'est un grand classique, hein, depuis que la propagande existe. Souvenez-vous, si on se retourne vers la Seconde Guerre mondiale, les manipulations de l'information, par exemple, pour l'invasion de la Pologne, avec cette fameuse photo allemande de soldats allemands à la frontière polonaise et disant que ce sont les Polonais qui ont attaqué. Voilà, donc c'est un grand classique et en ce sens, M. Poutine est un digne héritier des propagandistes d'il y a 60 ans. C'est un homme de renseignement, un homme de service secret, et il a toujours dans son ADN et donc dans son fonctionnement politique, il a toujours ça
qui reste. Hein. Alors effectivement, merci de rappeler que Vladimir Poutine était un homme de renseignement, qu'il a fait partie des services secrets russes. Il est donc bien au courant peut-être aussi de la nécessité de créer des alliances entre les grandes puissances pour faire face à ce risque terroriste, à ces menaces d'attentats. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tous ces clivages politiques dont on a fait état, les grandes puissances arrivent à s'organiser face à cette montée de la puissance du terrorisme islamiste? Est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place? Enfin, les grandes puissances s'organisent, hein. Elles sont organisées depuis longtemps. Il y a des échanges bilatéraux permanents entre les services de renseignement, hein, permanents. C'est pratiquement tous les jours que les services échangent des informations en précisant que c'est une information qui est d'un niveau élevé, de sûreté élevée ou de sûreté moins élevée, c'est-à-dire dans la qualification des informations, on dit toujours que cette information a été soit vérifiée et de très bon niveau, soit a pu être moins vérifiée d'un niveau moins précis. Donc cet échange est permanent et quasi quotidien entre les grands services. Hein. Jean-Luc Riva, est-ce que au-delà de cet échange quasi permanent dont nous parle Pierre-Marie Giraud, est-ce qu'il y a une stratégie aussi d'action pour faire face à cette menace terroriste, une stratégie qui serait mise en place conjointement par les différents États? Vous savez, dans le renseignement, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez que des intérêts communs. Sauf en ce qui concerne le terrorisme, parce que le terrorisme, c'est un mal qui touche tous les pays. Donc, il y a une internationale un peu du renseignement, et comme cela vient d'être dit, il y a des échanges bilatéraux, multilatéraux. La preuve, c'est que les Américains arrivent même à prévenir les Russes avec lesquels ils sont un peu en froid en ce moment, en raison de la guerre en Ukraine, qu'il y a une imminence d'attentats chez eux. Donc, effectivement, oui, c'est quelque chose qui fonctionne. Et les Français font partie intégrante du jeu, à la fois dans les deux sens. Ils reçoivent des renseignements, ils en donnent beaucoup également. Alors, on va revenir à la France. Est-ce qu'aujourd'hui, le risque, la menace terroriste, elle est la même partout dans les pays occidentaux, ou est-ce qu'il y en a certains qui se distinguent avec un risque plus élevé? Et donc, quelle est la situation de la France? Jean-Luc Riva. Oui, Alors, ou commençons par Pierre-Marie Giraud, comme vous êtes au téléphone, et puis ensuite on reviendra à vous, Jean-Luc Riva. Oui, les pays les plus visés dans les pays européens sont évidemment la France, l'Allemagne et la Suède. Hein. Et on pense que l'État islamique a déjà des relais qui sont installés en France, en Allemagne ou en Suède, que cette menace terroriste est endogène, c'est-à-dire ce sont des individus radicalisés qui, dans leur coin, un jour décident de faire allégeance à Daesh et vont sortir un couteau, une arme automatique et essayer de tuer le plus possible de gens. Hein. Donc, c'est vraiment une menace intérieure qui continue à peser sur la sécurité des Français. Alors justement, ce que vous décrivez, c'est finalement un phénomène d'ubérisation du terrorisme avec des individus qui décident de passer à l'acte, parfois simplement munis d'un couteau, sans avoir de lien direct avec une organisation terroriste. Jean-Luc Riva, une réaction par rapport à ça, et est-ce que vous venez confirmer que la France fait partie des pays les plus menacés par le terrorisme? Oui, bien sûr, parce que on a une politique étrangère qui nous amenait à combattre dans les pays du Moyen-Orient, du Sahel, de l'Afrique, etc. Daesh, c'est aussi une pieuvre qui up-to-date, c'est-à-dire qu'elle se met au goût du jour en permanence. Actuellement, ils sont en train de mener des opérations psyops, c'est-à-dire de psychologie offensive sur les réseaux sociaux, de façon à frapper les jeunes. Dernièrement, on a entendu parler de gamins de 8 à 14 ans qui rêvent d'aller planter leur prof. Donc, tout ça parce que ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des gens extrêmement futés. Il est aussi difficile de les contrer parce que ça exige des linguistes, ça exige des moyens techniques très importants pour déchiffrer, pour entrer dans la clandestinité, etc., etc.
Donc effectivement, le risque, je dirais pas. Enfin, la France fait partie du trio de tête des pays ciblés par Daesh, oui, effectivement. Alors là, on parlait de cette menace terroriste endogène. Est-ce que c'est la fin de la menace terroriste exogène, du coup, Jean-Luc Riva? Je dirais pas ça. Alors là, comme je disais tout à l'heure, il faut être modeste. La menace exogène, et ça arrivera. Il y aura un jour une équipe ou deux équipes qui viendront sur le territoire et qui viendront frapper. Et là, on aura affaire à des professionnels, des gens bien entraînés, qui ont tiré toutes les leçons des erreurs qui ont été faites, en particulier en ce qui concerne la clandestinité, parce qu'ils n'étaient pas bons jusque-là. Et oui, effectivement, le risque est important. Pierre-Marie Giraud, une réaction à cette funeste prévision de Jean-Luc Riva? Oui, évidemment, la grande crainte des services, en dehors de ce terrorisme endogène, dans un environnement de djihadistes, c'est le commando qui viendrait de l'extérieur des frontières, pas forcément de milliers de kilomètres. C'est un commando qui peut venir d'autres pays proches de la France et qui viendrait frapper en France selon exactement le même modèle que ce qui s'est passé pour les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan et sur les terrasses parisiennes. Alors là, on parle beaucoup des attentats commis par des terroristes islamistes. Pourtant, en juillet dernier, dans un entretien livré au journal Le Monde, l'ex-patron de la DGSI, Nicolas Lerner, alertait sur le risque élevé des attentats d'ultra-droite. Alors, est-ce que c'est une réalité ou bien est-ce qu'il est complètement déconnecté? Est-ce que c'est une stratégie de communication politique? La totalité des attentats ayant fait des victimes en France ces dernières années, c'est quand même des attentats islamistes. Jean-Luc Riva. Alors c'est vrai qu'il y a eu des arrestations dans les milieux d'ultra-droite. Mais tout ça reste quand même à la marge. Et en plus, c'était plutôt une affaire de pieds nickelés qu'autre chose. On a quand même pris des gens avec des armes. Et souvent, on est borderline avec le survivalisme. Donc voilà, on en parle, mais à mon avis, c'est pas la menace la plus pressante, loin de là. Et à ce terrorisme dit d'ultra-droite, on peut ajouter à ce moment-là le terrorisme dit d'ultra-gauche ou le terreau écologiste, terrorisme. Pierre-Marie Giraud, est-ce que vous considérez que cette menace terroriste qui viendrait de l'ultra-droite est à considérer avec sérieux, ou bien est-ce que ce sont des manipulations politiques? Est-ce qu'on prend finalement les profils un peu marginaux, comme le disait Jean-Luc Riva, qui parfois sont armés parce qu'ils ont des profils un peu survivalistes? Est-ce qu'on en fait des menaces là où finalement ils ne sont rien de plus que des marginaux, justement? Oui, bon, le terrorisme d'ultra-droite, c'est un peu fumeux, même s'il y a dans la réalité, il y a des gens qui ramassent des armes, qui s'entraînent, etc. Mais tout ça est un peu fumeux, je pense, et j'espère que les événements ne me donneront pas tort dans quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. C'est pas demain qu'on va avoir un commando d'ultra-droite qui va rentrer dans une boîte de nuit et crier vive le Christ roi et tirer sur des innocents. Je pense que cette menace c'est pas la plus immédiate. La menace la plus immédiate, c'est la menace islamiste, et c'est celle qui est la plus imminente. La plus imminente est celle qu'on peut craindre le plus. Alors justement, on y revient. Quand vous dites que c'est la plus imminente, il y a quand même un énorme événement qui arrive là les mois qui viennent en France. Ce sont les Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris. Pierre-Marie Giraud, est-ce que les Jeux Olympiques vous inquiètent? Est-ce que vous pensez que la menace terroriste va se multiplier à l'approche de ces Jeux Olympiques? Moi, je craindrais plutôt une menace cyber, c'est-à-dire qu'une prise de contrôle par exemple de panneaux de signalisation des JO ou lors de la cérémonie, des brouillages de communication des unités spécialisées qui vont surveiller, ou des tentatives de brouillage de communication.
Je ne crois pas, mais bon, je suis pas devin, je ne crois pas tellement à une menace terroriste forte islamiste, mais plutôt à une menace qui serait moins meurtrière, mais qui serait peut-être tout autant impressionnante pour l'ensemble du monde si ça touchait la France pendant les Jeux Olympiques. On va revenir à cette cybermenace, mais avant, j'aimerais avoir la réponse de Jean-Luc Riva. Est-ce que vous, les Jeux Olympiques, vous inquiètent concernant la menace terroriste? Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En plus, donc, ça peut être une attaque cyber ou autre venant de Daesh. Mais à ça, il va falloir ajouter une hyperactivité des services russes qui vont chercher à déstabiliser complètement l'organisation des Jeux Olympiques. Donc, effectivement, il y a un gros challenge, un gros défi à relever. Maintenant, l'attaque physique, bien sûr qu'elle peut arriver. Il y a 1000 moyens de perturber malheureusement les Jeux Olympiques. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, on a essayé d'anticiper au maximum, autant que faire se peut, les risques. Et j'ajoute encore une fois que c'est aussi à tous les citoyens de faire preuve de vigilance et puis de ne pas hésiter à appeler la police au moindre mouvement suspect. Vous pensez que le maximum a été fait pour anticiper les risques, mais il y a quelques semaines, on a quand même annoncé que les plans de sécurité justement des Jeux Olympiques avaient été apparemment volés. Donc vous n'êtes pas un peu inquiet malgré tout? Ah si, alors ça, par contre, ça, je trouve qu'il y a quand même, c'est là où il y a il y a des trous dans la raquette quand même, hein. Des gens qui se baladent avec des ordinateurs qui contiennent des données confidentielles et qui se les font piquer. Là, il y a quelque chose qui va pas. Donc, j'espère qu'il y a quelques têtes qui ont roulé dans la sciure de façon à ce que on redresse très vite le gouvernail, là. On va finir en parlant de cette cybermenace. Aujourd'hui, on le sait, les groupes islamistes sont de plus en plus équipés. Alors, les services secrets français, plus largement occidentaux, sont aussi à la pointe de la technologie, on l'imagine bien. Mais est-ce que les deux s'équilibrent ou est-ce que finalement, on pourrait finir par être dépassé par les moyens toujours plus grandissants de ces groupes armés, Pierre-Marie Giraud? Oui, sans doute, probablement, mais je ne pense pas que les organisations islamistes aient des moyens de cyber si perfectionnés que ça. Mais en travaillant, si je puis dire, de façon artisanale, on peut être tout aussi efficace et moins repérable que lorsqu'on a de gros moyens cyber. Et de toute évidence, ils n'ont pas de gros moyens cyber, hein. Ceux qui ont de gros moyens cyber sont les services étrangers comme la Russie ou les services occidentaux qui ont de gros moyens cyber. Mais je ne pense pas que les organisations islamistes terroristes aient de très gros moyens cyber pour le faire. Ils ont des activités cyber, mais je pense que c'est davantage du niveau artisanal, mais efficace quand même. Alors, parmi les services secrets les plus performants du monde, on a les services secrets israéliens et pourtant, on a tous suivi la surprise de ces services secrets lorsqu'ils ont été attaqués le 7 octobre dernier par les groupes du Hamas. Jean-Luc Riva, qu'est-ce que ça dénote? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on sous-estime malgré tout la puissance des groupes armés? Est-ce que vous pensez que les puissances occidentales sont à la hauteur de ces menaces? Pour en revenir à l'attaque du 7 octobre par le Hamas, je me rappelle très bien, une des toutes premières images qu'on a vues, c'était un char israélien, un Merkava, qui était arrêté le long du mur de la frontière. Et quand j'ai bien regardé ce char, j'ai vu que à l'extrémité du canon, il y avait le capuchon du canon, qui était le couvre-bouche du canon, qui était encore fixé. Et cet équipage est de 4, il n'y en a que 3 types qui sont sortis, qui ont été faits prisonniers. Ce qui veut dire qu'ils étaient en alerte minimum, que personne n'avait rien vu. Et que cette attaque massive est passée complètement sous les radars des Israéliens, du Mossad et des autres services du Shin Bet, etc. Pareil pour l'attaque de Moscou. Donc, moi, je pense qu'il faut élever le niveau de vigilance et d'anticipation à son maximum.
Jean-Luc Riva, quelques mots pour finir là-dessus. Est-ce que vous pensez que les services secrets et même plus généralement les États occidentaux sont à la mesure de la menace terroriste qui pèse ? Écoutez, c'est toujours la lutte entre l'obus et la cuirasse. À chaque fois que la menace progresse, on essaye de se mettre au niveau. Mais cette lutte-là va exiger que dans l'intérieur des services, il faut arrêter. Je pense qu'il y a moins de guerre d'ego qu'il y en avait auparavant, que les échanges de renseignements se font correctement, parce qu'il y a plein de types qui sont passés sous les radars, comme pour les attentats du Bataclan, etc., chez Charlie également, parce que les services en France ne correspondaient pas entre eux. Donc je pense que maintenant on a tiré les leçons de tout ça et que l'on est prêt. Pierre-Marie Giraud, en 2 mots pour finir, il nous reste 30 secondes. Oui, Jean-Luc Riva a raison, la guerre des services en France, c'est terminé maintenant. Ils travaillent vraiment. Ils ont des officiers de liaison d'ailleurs dans chaque à la DGSI de la DGSE à la DGSE de la DGSI. Donc ça, ils travaillent vraiment ensemble et je crois que tout le monde est, si je puis m'exprimer ainsi, est dans les starting blocks depuis des mois. Merci à tous les deux d'avoir été parmi nous pour parler de ces sujets un petit peu lourds que sont la menace terroriste et les risques d'attentats. Pierre-Marie Giraud, je rappelle que vous êtes journaliste, auteur de Le GIGN par ceux qui l'ont commandé. Et puis Jean-Luc Riva, vous êtes auteur de Se préparer au pire. Vous avez participé à la création et au développement de l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Et puis depuis 1997, vous êtes directeur d'un établissement public administratif dans l'Ouest parisien. Merci à tous les deux.